Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence en ce samedi matin. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Laetitia Maréchal, j'ai 47 ans, nous habitons à l'Aiguillon depuis 17 ans maintenant, j'ai 2 enfants, 18 et 10 ans. Je suis conseillère municipale sortante sur le mandat de Monsieur Coquelin. J'avais en charge le conseil municipal des jeunes qui nous a permis de mettre en place, avec la commission enfance et jeunesse, diverses petites actions citoyennes au sein de notre commune. Professionnellement, avec mon mari, nous avons créé 2 boutiques en boulangerie-pâtisserie. La première en 2009 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la seconde en 2012 à Chaland. J'ai toujours aimé ce lien de proximité avec mes clients. Coacher, dynamiser et aider mes équipes ont fait partie de mon quotidien pendant plus de 15 ans. Nos boutiques ont été vendues depuis 2 ans, ce qui me permet à ce jour d'avoir du temps pour travailler sur ce projet d'élection municipale. Et si nous sommes élus, j'aurai du temps à consacrer à la mairie pour travailler, recevoir les habitants, me déplacer sur le terrain et être présente à la communauté d'agglo pour défendre les intérêts de notre commune. J'ai également été, ces 6 dernières années, bénévole de l'association OGEC de l'école Saint-Joseph et j'en ai assuré la présidence pendant ces 4 dernières années. L'OGEC se mobilise à travers diverses actions afin d'améliorer le quotidien des enfants dans les salles de classe et dans les cours de récréation. Je me présente en tête de liste pour les élections municipales 2026 de l'Aiguillon-sur-Vie, animée d'une détermination sincère, convaincue qu'un avenir plus solidaire, plus dynamique et plus serein se bâtit ensemble. Convaincue également que chaque voix compte, l'équipe et moi-même souhaitons instaurer un dialogue ouvert et productif. C'est pourquoi nous souhaitons placer la participation et l'implication citoyenne au cœur de nos projets. Je m'engage à être une maire proche des habitants, à l'écoute de nos besoins et pleinement investie dans l'avenir de notre commune. Mon engagement est clair, agir avec transparence, responsabilité et détermination pour améliorer le quotidien de toutes et tous afin que chacun y trouve sa place. Je porterai des projets concrets pour soutenir les familles, les commerçants et les associations qui font vivre notre territoire. Je m'engage à travailler avec énergie et intégrité pour construire ensemble une commune plus juste et plus ambitieuse. Être candidate, c'est pour moi prendre la responsabilité d'agir, d'innover et de rassembler autour de projets collectifs. Et cela, je souhaite l'accomplir avec vous, mais avec l'aide d'une équipe formidable qui a appris à se connaître depuis de nombreux mois maintenant, puisque nous avons démarré nos réunions de groupe en mars 2025. Chacun a apporté ses idées, sa vision, son expertise, et je dois dire que la mayonnaise a bien pris, si je peux m'exprimer ainsi, et j'en suis fort ravie. Composée de femmes et d'hommes engagés, compétents et proches des habitants, notre équipe est prête à agir concrètement pour la colline. La diversité de nos parcours et de nos expériences est notre force pour répondre efficacement aux défis locaux. Ensemble, nous formons une équipe soudée, dynamique et déterminée à construire un avenir ambitieux pour notre territoire. Notre force, c'est le travail d'équipe, l'écoute et la complémentarité au service de tous. En parlant d'équipe, ils vont venir chacun leur tour se présenter. Et nous démarrons par Nicolas Michon. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Michon. Je suis gérant d'une entreprise de communication basée à l'Aiguillon-sur-Vie et je suis engagé aussi dans les associations locales. Donc voilà, je passe la main. Bonjour, je m'appelle Caroline Chauveau, j'ai 40 ans, je suis responsable qualité et compteur de travail. Bonjour, Mathieu Rousseau, j'ai 34 ans, je suis natif de Lyon et j'habite Lyon. Je suis intermittent du spectacle et j'ai 2 enfants. Bonjour, je m'appelle Pierre Couvenfeld, je suis lyonnais depuis 10 ans, gérant d'un négoce de matériaux et actif dans des associations. J'excuse la présence d'Hélène Vélézy, notre infirmière qui travaillait ce matin, 42 ans, qui couvre le quartier du centre-bourg à l'Aiguillon. J'excuse également l'absence de Carole Pike, qui est libraire et qui travaille à Isnay, qui travaille donc ce matin. Alexandre Oberreider nous rejoindra dans quelques minutes, 45 ans, fonctionnaire territorial. Aline Brianceau est agricultrice, 40 ans, ne pouvait pas être présente ce matin, ainsi qu'Antoine Girardot, moniteur MFR.
Bonjour, je me présente, Sylvie Geoffry, j'ai 63 ans, je suis jeune retraitée et j'habite les Lyon depuis 15 ans. Bonjour, je m'appelle David Costet, j'ai 42 ans et je suis gérant d'une entreprise de paysage. Bonjour à tous, Amandine Bessonnet, j'ai 36 ans, 2 enfants et je suis originaire de la commune de l'Aiguillon-sur-Vie où j'habite depuis 36 ans. Bonjour à tous, Benoît Morin, 45 ans et Bayonnais depuis 20 ans. Je travaille à la mairie de Saint-Victor-Quadi. Bonjour, Céline Bonin, j'ai 38 ans, j'habite à l'Aiguillon depuis 12 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans. Landry est agriculteur sur la commune, nous rejoindra aussi dans quelques petites minutes. Bonjour à tous, je suis Cindy Levron, je suis dessinatrice conceptrice et j'ai une petite fille de 10 ans. Bonjour, le maire Christophe, je suis chauffeur poids lourd à Saint-Gilles et je suis aussi footballeur à l'égal ainsi que mon fils de 7 ans. Bonjour, je m'appelle Anne Chary, j'ai 47 ans, je suis mariée 2 enfants. Je suis ligouinaise depuis 25 ans et je travaille à l'école Saint-Joseph auprès des classes de grande section. J'excuse Jérémy Collinet, qui est maçon, 34 ans, notre suppléant homme numéro 20. J'excuse également Lucie Valotto, comptable, 42 ans, et c'est notre femme suppléante en numéro 21. Avant de démarrer ma présentation, je vous remercie de respecter les candidats, leur programme ainsi que leur présentation. Les éventuelles questions que vous pourriez avoir seront ensuite traitées quand on partagera un verre à la fin de cette réunion. Merci. Alors, je vous présente le sommaire suivant. Nous parlerons du budget et de l'économie, de la sécurité, de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que de nos aînés. Nous parlerons santé, culture, communication, sans oublier les associations et le sport, les artisans et les commerçants, le cadre de vie. Et nous finirons par l'agglomération du Pays de Saint-Gilles. Donc, on démarre par le budget. Nous favoriserons les initiatives à faible coût, mais à fort impact local pour développer l'économie de la commune. Cela se traduit par avoir une gestion rigoureuse et optimisée du budget. Nous nous lancerons dans un audit interne des finances actuelles pour identifier les marges de manœuvre budgétaires. Nous proposerons une renégociation et un regroupement des prêts pour libérer de l'investissement. Nous optimiserons les dépenses de fonctionnement afin de maintenir un budget rigoureux. Alors, un exemple très simple. Aujourd'hui, l'entretien des vêtements de travail des agents des services techniques nous coûte 10 000 € à l'année parce que nous faisons sous-traiter par une entreprise. C'est un contrat qui court jusqu'en 2028, que l'on dénoncera si nous passons, de façon à entretenir leurs vêtements de travail d'une manière différente, à moindre coût. Mais des économies de 10 000 par 10 000 par 10 000, eh ben, ça donne du souffle pour pouvoir investir différemment. Nous maintiendrons les recherches actives de subventions, l'État, le département, la région, comme ça se fait déjà actuellement, et nous mutualiserons avec l'intercommunalité pour certains services, notamment l'urbanisme, la santé et le CIAS. Pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment fonctionne un budget de commune, on vous a remis un petit schéma très simple. Il faut savoir que le budget annuel, il est composé en 2 sections. Vous avez la section fonctionnement et vous avez la section investissement. Dans chaque section, il faut que vous avez des recettes et des dépenses et il faut que ce chiffre-là soit à l'équilibre. J'ai repris les chiffres de 2025. Au niveau de la section fonctionnement, ça nous a coûté 1 932 081 €. En section investissement, nous avions 2 214 589 €. Je vais détailler un petit peu quand même. En recettes courantes, en section fonctionnement, vous retrouvez toute la fiscalité de tout ce qui est impôt foncier. Vous retrouvez donc les dotations DGF. Alors, je pense que vous ne savez pas ce que c'est, les DGF, ce sont les dotations globales de fonctionnement. Elles contribuent à compenser les charges générales des collectivités territoriales. Il y en a 3 différentes. Vous avez les indemnités de compensation, vous avez la péréquation et vous avez l'orientation. Ça vient sur les recettes de fonctionnement. Vous avez également les produits de service comme la cantine, les locations des salles et les locations des
des commerces qui appartiennent à la mairie. Et vous avez toutes les attributions de compensation que l'on touche par l'ADO. À cela, il faut déduire les dépenses courantes donc du fonctionnement. Ça comprend les salaires des agents, les charges générales, donc l'énergie, l'eau, le gaz, les entretiens, les fournitures. Il faut déduire également les subventions aux associations que l'on donne en début d'année, également tout ce qui est prestations de services. Et après, on passe à l'investissement. Et dans les recettes, vous retrouvez tout ce qui est subventions de l'État, du département, de la région, de l'Union européenne. Également les emprunts. La FCTVA, c'est la Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une attribution versée aux collectivités territoriales par l'État qui contribue financièrement aux investissements des collectivités. Et vous retrouvez l'excédent de fonctionnement que l'on remet dans la section investissement. Et à cela, il faut déduire les dépenses. Donc, les dépenses, ce sont les travaux et les constructions en cours, les acquisitions immobilières et les remboursements des capitaux des emprunts. On l'a simplifié. Quand on l'établit, le budget, il y a plein de sous-petites lignes. Ça, c'est pour mieux vous donner un aperçu. Au niveau économie, on s'engage à soutenir le commerce local et les initiatives. On dialoguera et on accompagnera les commerçants et les associations. On aimerait créer une placette pour développer un marché plus visible, plus local, valorisant les artisans, les producteurs locaux et les maraîchers locaux. Nous aimerions mettre en place une aire de camping-car pour dynamiser le commerce et également l'installation de bornes électriques pour attirer des visiteurs dans le centre de Dour. On a constaté qu'on n'avait pas de bornes électriques entre les Sables d'Olonne et Chaland. La seule qui se trouve sur notre commune, c'est celle du camping. Elle est privée, elle appartient au camping. Il y a entre 5 000 et 10 000 voitures qui passent par jour dans notre commune. Voilà, donc ça, ce sont des pistes de recherche et des pistes de travail. Je laisse mon micro à Nicolas. Bonjour à tous. Donc la communication, c'est quelque chose que je maîtrise, ayant une entreprise de communication. Donc l'objectif, c'est d'informer quotidiennement, écouter et valoriser les acteurs de la commune. On s'est rendu compte que c'est une vraie demande. Les gens ne se sentent pas forcément entendus. Et on a pu voir que les messages ne passaient pas forcément comme ils devraient se passer. Donc notre objectif, c'est de moderniser déjà les outils de communication. Alors, premièrement, une newsletter électronique qui pourrait être mensuelle ou tous les 2 mois pour les gens qui souhaiteraient, entre guillemets, se mettre sur les listes. Ça, c'est plutôt à destination des jeunes. Et ensuite, une gazette communale qui reprendra un peu les mêmes infos, mais celle-ci, elle sera plutôt à destination des personnes un peu plus âgées. Elle sera mise à disposition dans les commerces pour avoir toutes les informations de la commune. Et cette gazette et cette newsletter, elle sera enrichie par les associations, par les BAD, par la vie scolaire, etc. Le but, c'est de faire résonner et rayonner toutes les initiatives de la commune via ce moyen de communication. On aimerait ensuite mettre des mises à jour régulières du site internet et des réseaux sociaux pour que, tout simplement, les infos soient bonnes. Ça, c'est primordial. Ensuite, on aimerait aussi avoir des informations claires sur les sujets à venir et les travaux. Comme vous avez pu le voir, certaines choses se sont passées dans le bourg, ça a été modernisé, c'est très bien. Là-dessus, c'est impeccable. Sauf que des fois, il y a des choses qui sont, on va dire, dit à droite, dit à gauche, et au final, tout le monde y va un peu de son commentaire, et en fait, l'information circule mal et souvent elle est biaisée. Donc l'idée, c'est tout simplement de créer des outils pour que demain, la mairie et les habitants puissent communiquer de manière simple, efficace et sans détournement de propos. Et enfin, on aimerait réorganiser les horaires de la mairie et de la poste, parce qu'on s'est aperçu, en tout cas surtout pour les actifs, que malheureusement, ils ne pouvaient pas accéder à la mairie sur leur temps de travail. Et on aimerait peut-être mettre en place, une fois par mois, un samedi matin d'ouverture ou un peu plus tard le soir sur une journée déterminée pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Ensuite, comme le disait Laetitia Maréchal, la participation citoyenne, c'est quelque chose qu'on veut au cœur de notre action. Donc on aimerait mettre en place des réunions de quartier avec un élu référent du conseil municipal. L'idée, c'est que cet élu référent fasse remonter
en gros ce qu'il y a besoin dans les différents quartiers, parce qu'on vit tous dans des endroits différents. On ne va pas forcément voir ce qui se passe chez le voisin, ou en tout cas dans le quartier voisin. On n'a pas l'occasion d'y passer tous les jours. Et donc l'idée, c'est qu'en réunion de conseil, il puisse y avoir des infos qui soient remontées via ces réunions de quartier. On aimerait aussi organiser des réunions de chantier et de concertation avec les personnes concernées par les travaux, tout simplement pour éviter, encore une fois, les problématiques qu'il y a pu y avoir pour le passé. Et enfin, on aimerait vraiment un dialogue permanent avec les habitants. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de la commune, pour chacun. Je passe maintenant à la partie artisan commerçant, profession libérale, agriculteur. On a dit artisan commerçant, c'est parce qu'on n'avait pas assez de place sur le slide. Mais en gros, tous les gens du secteur économique. Donc on aimerait rendre notre commune plus attractive à l'installation professionnelle du secteur économique, afin, premièrement, de créer des emplois, et deuxièmement, d'apporter des nouveaux services aux usagers. Donc l'idée, pour améliorer la dynamique commerciale, ça serait de fédérer les artisans commerçants, monde économique, profession libérale, etc., autour d'une association pour faire justement rayonner, via des outils, encore une fois, qui pourraient être mutualisés, ces entreprises-là. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. On a pu voir qu'il y en avait dans beaucoup de communes résidentes, et ça crée des synergies, déjà, au sein même du secteur économique. Ensuite, on aimerait améliorer la communication pour valoriser les commerces. Donc, encore une fois, site internet, réseaux sociaux. Pourquoi pas mettre des panneaux aux entrées de ville comme il y a pu avoir à la Motte-à-Char pour ceux qui y passent, et la mise en avant aussi des nouvelles installations relayées par la municipalité. Et enfin, donc via ce comité des artisans commerçants, une organisation d'animation qui serait gérée par cette même association, braderie, marché de Noël, marché, etc., pour justement fédérer, encore une fois, tout le secteur économique pour créer du dynamisme dans la commune. Voilà. Alors on continue avec l'enfance et la jeunesse. Nous accompagnerons la jeunesse pour qu'elle devienne un véritable atout pour notre commune. Donc de quelle manière? On commencera par la cantine et la restauration. Nous mettrons à l'étude une cantine avec une cuisine sur place. Aujourd'hui, il faut savoir que les repas ne sont pas cuisinés sur place. C'est Restoria ou Convivio, généralement les deux plus gros prestataires qui travaillent avec les communes. Nous, on a affaire à Restoria. Ils viennent livrer les repas tous les matins et les repas sont réchauffés ensuite pour la cantine du midi pour nos enfants. Nous, on aimerait que les repas soient créés sur place. On se propose de recruter un cuisinier qualifié en mutualisant avec des structures déjà existantes, comme par exemple l'EHPAD ou d'autres garderies ou d'autres cantines. On peut très bien vendre le repas, ça se fait sur d'autres communes, à d'autres cantines. Nous prioriserons les produits locaux et les circuits courts. Donc, on fera en sorte que nos agriculteurs et les maraîchers du territoire soient mis en valeur. Et nous continuerons, bien sûr, le repas à 1 €. Alors là, j'apporte quelques petites précisions. Le repas à 1 €, il a été mis en place sur le mandat de M. Coquelin. C'est une proposition de l'Éclat. Il faut savoir que le repas à 1 €, c'est les plus nécessiteux, les gens dans plusieurs besoins, qui payent le repas à 1 €. Les gens qui travaillent, les actifs, payent le repas 3,50 €, beaucoup. C'est déjà un prix un petit peu plus important. Mais le repas à 1 €, il a permis pour certains enfants de pouvoir avoir un repas équilibré au moins une fois par jour, parce qu'on s'est aperçu que même sur notre commune, c'était compliqué. Donc ça, c'est très important. Donc si l'État le maintient, on le maintiendra également. Il a été revoté sur le budget 2025 pour une durée de 2 ans. Donc il prendra fin en 2027. À voir après si l'État ou pas se propose de le reconduire. Il faut savoir également que pour ce repas à 1 €, il nous a coûté, donc entre Restoria et le pain l'année dernière, il nous a coûté 67 000 €. L'État et les familles ont reversé 72 000 €. À cela, il faut déduire les charges de personnel à hauteur de 25 000 €. Voilà pour le repas à 1 €. En infrastructure et en jeunesse, on aimerait étudier la création d'un espace mutualisé, cantine périscolaire, centre de loisirs, afin d'optimiser les coûts et de proposer plus de services pour les familles actuelles et des futurs habitants. Donc, je reprends par le début. La garderie le soir, les enfants sont à la cantine. Il y a 2 soirs par semaine où la cantine est un peu trop petite et du coup, on ouvre la florinière pour y mettre les enfants. Donc ça, c'est pour la garderie du soir.
pour la cantine, il y a 2 ans, on l'a agrandi avec un modulaire. C'est une solution provisoire qui ne pourra pas être pérenne. À l'époque, les enfants faisaient, les agents, donc Florence, faisaient 4 services de cantine pour nos enfants. Bien souvent, les enfants qui passaient en 4e service terminaient le dessert dans les cours de récréation parce qu'ils n'avaient pas assez de temps à table. Là, on a réduit à 3 services. Donc, c'est très, très chouette. Néanmoins, ça reste quand même tendu. Donc, la cantine, c'est limite. Et le périscolaire, les enfants, pour les vacances et pour les mercredis, ne sont pas gardés sur place. Ils sont accueillis ici, le mercredi matin, également sur le temps des vacances, mais ils sont ensuite envoyés à Givran, et c'est IFAC de Givran qui les gère. Il faut comprendre par là qu'en fin de compte, depuis ces 4 dernières années, la commune, elle a évolué. Il y a eu beaucoup d'habitants qui sont venus, ils ont fait construire leur maison, mais on n'a pas les structures qui vont en adéquation avec l'enfance et avec la jeunesse. Donc on aimerait mettre à l'étude donc la création d'un périscolaire qui regrouperait la cantine et le centre de loisirs. On réalisera un diagnostic sur les besoins de la jeunesse sous forme d'enquêtes et de rencontres et d'ateliers. On mutualisera mieux que ça avec l'espace jeune de l'Eldorado de Givran, un partenariat plus accessible et plus visible. Il faut savoir qu'à Givran, vous avez l'Eldorado qui peut accueillir vos enfants de 10 à 17 ans. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une très très bonne communication et souvent, en fin de compte, nos ados n'y vont pas. Donc on aimerait mieux les capter sous forme d'une meilleure communication. Voilà. J'ai été approchée dernièrement avec Anne Vavon qui gère donc l'Eldorado et qui aimerait vraiment et qui se propose même de venir 2 samedis par mois pour pouvoir accueillir notre jeunesse et mieux la sensibiliser et mieux l'occuper. Voilà. Donc, on maintiendra également le conseil municipal des jeunes en lien avec l'école. Moi, je l'ai élu à 3 reprises sur le mandat de M. Coquelin. C'est quelque chose de très animé, de très attendu par les enfants et les élèves, et également le corps enseignant. Et ça les permet aussi de les responsabiliser sur des petites actions civiques au sein de notre commune. Et ça, c'est très important. Nous aimerions développer les projets intergénérationnels comme, par exemple, l'argent de poche. J'explique très rapidement. L'argent de poche, c'est un dispositif qui a été mis en place par la CAF. Et en fait, il s'adresse aux enfants de 14 à 17 ans. C'est donc pour les mineurs. Généralement, les mineurs, ils n'arrivent pas à trouver un emploi saisonnier. Il faut que les employeurs demandent une dérogation à l'inspection du travail. Ils sont limités sur le temps du travail. Ils peuvent travailler qu'un mois sur les 2 mois d'été. En fin de compte, c'est des petites actions qui leur permettraient d'être payés, parce que je crois que c'est 15 € l'après-midi. Ils sont encadrés par les agents techniques de la mairie ou des services techniques. Et c'est une opération blanche pour en fait la mairie, parce que nous, on les paye 15 € l'après-midi, mais la CAF nous rembourse sur la même hauteur de ce tarif-là. Et en fait, ça occupe les enfants et ça les responsabilise également. Et nous soutiendrons également les projets d'école. Donc, les projets d'école, les enfants partent en voyage scolaire 1 fois tous les 3 ans. Donc, on maintiendra les subventions pour le voyage scolaire tous les 3 ans avec le corps enseignant et on aidera les familles de cette manière-là. On se propose de distribuer un dictionnaire pour les élèves de CP. Ça se fait dans beaucoup de communes, ça ne se fait pas chez nous. Et je trouve que c'est très symbolique d'offrir un dictionnaire pour les enfants du CP parce que ça accompagne jusqu'en CL2 pendant toute leur scolarité dans notre école. Nous serons présents sur les manifestations d'école, donc le loto, le carnaval et les kermesses, absolument. Si ce n'est pas moi, ce sera mes colistières et mes colistiers. Et nous mettrons en place une transmission de mémoire. Lors de nos 2 premiers échanges, j'ai été approchée par des papis et des mamies qui sont natifs d'ici et qui se proposent de faire véhiculer leur mémoire collective. Parce qu'ils ont connu, par exemple, leur maman qui lavait les draps au lavoir dans l'ancien temps. Et ils se proposent de venir dans les salles de classe pour faire participer, pour raconter leur mémoire, en fait. Et ça, on aimerait le mettre en place avec l'école. Ensuite, nous avons nos aînés et le lien social. Nous valoriserons nos aînés pour faire de leur expérience une richesse pour la commune et on renforcera le lien social. Alors, on maintiendra et on renforcera le lien avec les résidents, les familles et le personnel en les faisant participer aux manifestations que l'on organisera, par exemple, à la Coulée Verte.
On conservera le passage des écoliers à la maison de retraite lors du carnaval afin de favoriser les échanges intergénérationnels. C'est très attendu de la part des papiers et des mamies parce qu'ils font des crêpes pour les enfants sur ce samedi matin-là. Et les enfants sont très contents parce qu'ils sont déguisés et ils viennent voir les papiers et les mamies. On sera présent de manière active et efficace dans le recrutement du personnel pour que les résidents, les salariés des familles se sentent entendus et respectés. Nous veillerons à ce que la maison de retraite reste un véritable lieu de vie et non un simple lieu de fin de vie. Alors ma phrase est forte et je ne savais pas trop bien comment la formuler quand j'ai rédigé mon texte, mais en fait, tout ça pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, bien souvent pour les résidents, l'EHPAD, c'est leur dernière maison. Mais il faut que ça reste une maison joyeuse. Ce n'est pas trop le cas en ce moment et on y veillera. Et nous renforcerons le rôle du CCAS afin d'accompagner les habitants dans leurs besoins au quotidien. Et le cadre de vie, et je laisse mon micro à Caroline. Alors, en ce qui concerne le cadre de vie, nous voulons une commune propre, accueillante et agréable à vivre. La propreté de celle-ci est donc une priorité collective et la responsabilité de chacun. Nous souhaitons donc sensibiliser chacun au respect des espaces communs, ne pas jeter les mégots par terre, ramasser les déjections animales et condamner fermement les dévots sauvages. Parce qu'une commune propre, c'est une commune respectée. Nous voulons également renforcer l'entretien des espaces verts. Cela passera par une modification de l'organisation et de la sous-traitance. Nous mettons en place un plan d'entretien des chemins et des fossés en partenariat avec les agriculteurs. Enfin, nous souhaitons développer des espaces collectifs conviviaux, jardins partagés, parcours sportifs et des zones de détente. L'objectif est simple, que chacun, enfant, famille, aîné, se sente bien dans notre commune. Pour cela, nous avons aussi besoin de se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité dans son village est essentiel. Nous proposons d'installer des caméras dans certaines zones sensibles, non pas pour surveiller, mais pour dissuader. Dissuader les incivilités, responsabiliser ceux qui dégradent et faire en sorte que les auteurs paient les dommages qu'ils causent. Les images pourront être transmises à la gendarmerie afin que les infractions soient traitées, défauts sauvages, dégradations, etc. Nous avons étudié la création d'un poste de policier municipal. Aujourd'hui, son coût est trop important pour notre budget. Nous faisons donc le choix du réalisme et de l'efficacité, renforcer notre collaboration avec la gendarmerie et mettre en place un dispositif voisin vigilant afin de pouvoir partir en vacances sereinement. Notre objectif n'est pas de surveiller, mais bien de protéger. Protéger les habitants, protéger notre cadre de vie et préserver le bien-être ensemble. L'amélioration des éclairages publics en coopération avec le CIDEV est aussi important dans certaines zones. La sécurité passe aussi par nos routes. Nous établirons un calendrier d'intervention pour réhabiliter progressivement les voiries communales dégradées. Nous renforcerons également la signalisation, notamment les priorités à droite et les abords des abribus. Des dizaines d'enfants prennent le bus matin et soir. Ils doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Je redonne le micro à Laetitia Maréchal afin qu'elle parle de la santé. Alors la santé. Nous renforcerons l'attractivité de notre commune afin de favoriser l'installation de professionnels de santé et ainsi améliorer l'offre de services médicaux pour les habitants. Alors, nous aiderons à l'installation de nouveaux professionnels par le logement. On fera des logements moins chers. Nous les aiderons sur leur loyer et nous les accompagnerons de manière administrative. Il faut savoir que c'est très compliqué pour recruter des professionnels de santé. Mine de rien, à force de chercher, on se rend compte qu'autour de nous, dans les petites communes, on arrive à recruter des médecins à force d'en faire et d'en faire. Donc, rien n'est perdu. On fera une promotion de la qualité de notre commune pour attirer les médecins. Ça se fait aussi à travers les réseaux, sous forme de petites vidéos très sympathiques. Mais on ira plus loin si on arrive à ne pas recruter des médecins de cette manière-là. On a d'autres solutions, dont une qui fonctionne très 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 bien et qui est déployée en ce moment de façon plutôt à grand essor sur le territoire. C'est le déploiement de la télémédecine à travers donc des cabines en fait. Donc vous avez la société Medadom, M-E-D-A-D-O-M, qui commercialise des cabines de téléconsultation en fait. Elles sont souvent installées dans des pharmacies ou dans des endroits qui sont ouverts dès le matin jusqu'à tard le soir.
Et sans être patient, en fin de compte, vous pouvez vous inscrire, rentrer dans une file d'attente et derrière un écran, vous avez un médecin généraliste ou bien un spécialiste, donc ça peut être des dermatologues, ça peut être d'autres spécialistes, qui vous font une consultation. Ils vous prennent dans leur liste d'attente entre deux patients, ils consacrent 10 à 15 minutes et vous sortez de cette télécabine avec une ordonnance. Voilà, donc ça peut être un système de désengorgement, en fin de compte. On n'a qu'un médecin sur l'aiguillon, c'est court. Ça peut être une solution d'envisager. Ces télécabines, ce sont des locations, ça coûte à peu près 500 € par mois. Ce sont des engagements de 4 ans. Actuellement, il y a 2000 bornes sur le territoire avec un accès à un médecin en moins de 10 minutes. Et ils font 208 consultations par mois. Voilà pour ces petites précisions. On peut également développer les consultations itinérantes. Ça se fait dans d'autres communes. Vous savez, c'est des petits bus qui viennent avec des spécialistes et des médecins à l'intérieur. Ça se fait beaucoup dans les communes qui sont vraiment très isolées, mais c'est aussi une solution. Et on fera tout notre possible pour intégrer le médecin dans la vie locale. La culture, Mathieu Rousseau. Bonjour à tous. Donc la culture, fédérer les habitants de l'Aiguillon-sur-Vie autour d'une culture accessible à tous pour renforcer le lien social et le vivre ensemble. Un point qui questionne tout le monde et dont beaucoup d'habitants de l'Aiguillon parlent, le théâtre et sa réhabilitation. Donc l'étude de la faisabilité technique et financière pour réouvrir et rénover le théâtre. Transparence sur les choix via un référendum et la présentation des goûts à la population. Et en gros, construire un vrai projet pour le théâtre pour qu'il devienne un lieu culturel et pluriculturel. Alors, un petit peu de précision. Le théâtre, tout le monde le connaît, il est sur notre commune depuis bien avant nous, on va dire ça comme ça. Et depuis 2021, le théâtre est fermé. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, il y a des commissions de sécurité qui passent dans tous les bâtiments de la commune. Et donc, il y a une commission de sécurité qui est passée en 2018 et en 2021. En 2018 et en 2021, ces commissions de sécurité faisaient état de non-conformité sur le plan de sécurité, mais n'obligeaient pas la fermeture du théâtre. Le théâtre a été fermé en 2021 par choix de la mairie, donc ça c'était en 2021. Et il y a une nouvelle commission de sécurité qui est passée fin 2025, qui a rendu son jugement entre guillemets début 2026, donc en janvier, le 15, on a reçu le compte-rendu. Et donc ce compte-rendu oblige la fermeture du théâtre à l'heure actuelle. Là, il y a peu de choix, c'est fermé. Donc aujourd'hui, qui veut rouvrir le théâtre doit se lancer dans des rénovations, des restaurations. Nous aujourd'hui, comme on l'a mis ici, il y a plusieurs choses. On veut être transparent vis-à-vis des habitants de l'Aiguillon-sur-Vie sur les frais qui vont être réalisés, mais on ne veut pas juste rouvrir le théâtre en faisant le minimum de frais pour dire que si on est élu, c'est notre liste qui aura ouvert le théâtre. Le but n'est pas là. Le but, c'est d'avoir des projets qui soient viables dans le temps et qui tiennent longtemps. Donc, on veut se lancer dans une étude sur une rouverture et une restauration beaucoup plus large du théâtre. Le théâtre, beaucoup d'associations de l'Aiguillon ont pu en bénéficier, donc forcément clin d'œil, mais vous avez aussi eu l'école, vous avez eu lors des feux de la Saint-Jean, de la fête de la musique, enfin on ne va pas tout le redonner, il y a eu des résidences qui ont été faites aussi pour des artistes, et aujourd'hui, le théâtre s'ouvre à beaucoup de projets culturels. Il y a peu de bâtiments comme ça en Vendée, on a la chance d'en avoir à l'Aiguillon-sur-Vie, donc nous on veut étudier la rouverture pour tous les projets qui peuvent s'y prêter. Donc du théâtre comme on l'a vu, mais aussi ça peut être de l'humour, ça peut être des concerts à plus grande échelle. Il faut savoir que le théâtre, il y a 440 places et on veut étudier l'ouverture du théâtre, mais par exemple en créant une salle qui peut être de spectacle, qui peut être modulable. Ça peut être une salle avec des compagnies de danse qui viennent, donc plus adaptées à la danse. Donc on veut élargir la recherche, élargir les études. C'est un projet gros, on a plusieurs, ça fait partie de nos grosses études sur le VODA si on est élu. Et on veut d'abord étudier toutes les possibilités qui nous sont offertes avant de se dire qu'on se lance juste dans, par exemple, 15 000 € de frais juste de sécurité et on verra, c'est fait, on n'en parle plus. On veut d'abord se lancer dans des études, être transparent vis-à-vis des habitants et suivant ça, prendre une décision sur la rouverture du théâtre. Donc il sera ouvert et on veut ouvrir vraiment la recherche très large. Ensuite, à ça, la culture. Dynamique culturelle. Je pense que tous les gens qui sont ici, qui ont connu l'Aiguillon il y a quelques années, se rappellent d'une Aiguillon dynamique, au sens large. Donc on veut revenir là-dessus, on veut remettre les Aiguillonnais au centre
des projets au centre de la vie. Donc en organisant des événements intergénérationnels, alors on en a mis quelques exemples, mais il y en a plein, hein. Groupe de musique, groupe de danse, cinéma de plein air, magique, karaoké, on peut en faire plein, et ça va être vis-à-vis de tout ce qu'on va entendre avec les habitants et de tous les échanges qu'on aura avec les habitants et les associations qu'on mettra en place tout ça. Création d'un événement phare pour dynamiser la commune. Alors, juste pour expliquer, comme je disais, vous vous souvenez tous des événements qu'il y a eu, alors on va pas se les redonner, hein, mais par exemple, la foire au pinceau ou la kermesse étaient des événements qui étaient déjà très festifs, ça faut pas l'enlever, mais également des événements qui étaient visibles, qui faisaient voir que c'était un événement à l'Aiguillon-sur-Vie. Pourquoi la kermesse, il y avait le défilé qui passait dans le bourg, la route était fermée pendant 3 heures ou 4 heures. La foire au pinceau, il y avait des bottes de paille partout, il y avait une vie qui se faisait dans le bourg. Aujourd'hui, ce qui manque, ce que nous on trouve, c'est qu'il n'y a pas de vie associative et culturelle dans le bourg. On veut remettre ça en place pour que les gens se sentent investis dans la culture et dans une vie associative, et que les habitants se mélangent, parlent, discutent, et c'est ce qui fera vivre notre commune. Développement d'une programmation culturelle accessible pour tous. Alors, on l'a entendu, donc je vais me permettre de le redire. Certes, on est une équipe de jeunes, mais on ne veut pas faire des choses que pour les jeunes, ok? On sait que les habitants de l'Aiguillon, c'est 0 à 100, bon, je ne sais pas combien, vu il y a 10 ans, mais le but du jeu, c'est de plaire à tout le monde et de faire plusieurs événements. Il y a 365 jours dans une année, donc on peut faire plein de choses en 365 jours. Donc le but, c'est de toucher tout le monde. Création d'un comité des fêtes. Je viens de le dire, on veut mettre les habitants au cœur de la dynamique culturelle. Et un comité des fêtes nous paraît indispensable. Il y en a dans plein de communes aux alentours et ça fonctionne très bien. Le but du jeu, c'est que les habitants s'investissent et se retrouvent dans l'organisation d'événements. Et soutien aux associations locales dans leurs initiatives de projets pour dynamiser la commune. Ça me paraît évident, mais il y a plein d'associations qui font des choses. On leur met parfois des bâtons dans les roues, comme prochainement une fête qui devait être prévue dans cette même salle qui a été refusée. Donc on ne veut pas ça. On veut que la mairie prépare des choses, organise des choses, mais on veut aussi soutenir les associations qui font. Poursuivre, associations et sport, justement. Donc soutenir et dynamiser, comme je viens de le dire, la vie associative et rendre le sport accessible à tous. Soutien associatif, je viens de le dire, je vais me répéter, maintien, simplification et demandes et adaptation des subventions. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'associations à l'Aiguillon. On veut rendre les subventions et la demande de subventions plus simple. Donc c'est un peu compliqué, tout le monde y va un petit peu de son bon vouloir. On veut avoir un formulaire simple qui est pour tout le monde pareil, où il y aura les mêmes données pour tout le monde, et avec ce même formulaire-là, ce sera plus simple d'attribuer les subventions par la suite. Meilleure coordination des attributions de salles. Aujourd'hui, vous le savez, les associations ont tout le droit à avoir des salles pour leurs réunions, assemblées générales, et ainsi de suite, répétitions. Mais on n'est pas la Roche-sur-Yon, on n'a pas 80 salles à disposition. Donc le but du jeu, c'est pareil, c'est de mettre en place un planning avec les associations pour que tout le monde ait une salle à disposition et qu'on arrive à articuler tout le monde et que tout le monde soit présenté. Valorisation du bénévolat. Je l'ai dit, on a une vingtaine d'associations. Pour vous donner un petit exemple, le foot légal de l'Aiguillon a l'an dernier remporté la Coupe de Vendée de foot. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui est au courant. Malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui font plein de belles choses, qui arrivent à faire plein de belles choses, même sans parler de résultats. Et malheureusement, les habitants de l'Aiguillon ne sont pas forcément informés et au courant de ça. Donc pour nous, c'est hyper important que les associations soient aussi mises en valeur dans leur réussite et dans leurs organisations, mais aussi qu'elles soient mises en valeur dans les événements qui seront faits dans le bourg. Et voilà, par le biais de tenues, comme ça se fait déjà, de bars, de restauration, et qu'on voit aussi les gens des associations et que les associations soient maintenues et soutenues. Organisation de réunions annuelles entre les associations et la mairie. Voilà, c'est aussi le but que s'il y a une grosse association et que les membres ne viennent pas forcément, ne sont pas en contact avec la mairie, et bien, le but du jeu, c'est qu'on fasse des réunions pour que ces membres-là aient aussi le droit de dire ce qu'ils pensent et de leurs idées et voilà, et discuter avec vous. Développement sportif, diversification de l'offre et étude de marché pour la création d'un complexe sportif pluridisciplinaire. Alors là, je vais juste m'expliquer 2 secondes. Ça fait peur, on vous l'a déjà dit. Oui, ça coûte très cher. Alors certes, mais ne vous affolez pas. On ne va pas faire un terrain de basket comme à la Chaise, aussi gros. Voilà, le but n'est pas là. Le but, c'est de faire un référendum auprès des habitants, déjà, de voir quel sport ils n'ont pas accès et quel sport ils aimeraient avoir dans leur commune. Évidemment, comme je viens de le dire, on ne va pas refaire un terrain de basket alors qu'il y en a un dans la commune à côté. On ne va pas refaire un terrain de foot synthétique alors qu'il y en a un en Italie. Le but n'est pas là, c'est pas de dire qu'on va faire un terrain de foot ou un terrain de sport pour dire qu'on le fait. Le but, c'est de répondre à un besoin, et il y a plein de sports qui sont compliqués d'accès. Un petit exemple, un mur d'escalade, vous en avez un au Sable à La Roche ou à Saint-Gilles,
mais il y en a tellement peu que les créneaux sont tous réservés 1000 ans en avance, et pour en avoir un, c'est hyper compliqué. Ça, c'est des investissements qui peuvent être raisonnés, qui ne sont pas des coûts énormes, comme peuvent l'être un complexe sportif de basket ou de ce que vous voulez. Donc ça va être sur des choses comme ça qu'on va essayer de travailler, de voir avec les habitants ce qu'ils recherchent, et qu'est-ce qu'on peut faire qui répond aux besoins des habitants dans toujours une fois, un budget raisonné. Soutien aux associations sportives et entretien des infrastructures, favoriser au sport, l'accès au sport pour tous, et promotion du sport santé et familial, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, avec les parcours santé qui peuvent être mis en place sur notre commune. On a plein d'espaces verts qui sont à disposition, et on peut s'en servir pour que tout le monde puisse faire du sport en famille. Merci beaucoup. Alors, on touche à notre fin. On va parler de l'agglomération. L'agglomération apporte un soutien dans les domaines complexes et structurants pour la commune, permettant de mutualiser les ressources et d'accroître l'efficacité. Alors, l'agglomération, ses principales compétences, donc, c'est l'économie et le commerce. Elle décide des futures zones d'activité. Elle gère le tourisme et la politique locale. Au niveau urbanisme et habitat, elle gère le plan local d'urbanisme intercommunal, également les permis de construire et le logement social. Vous le savez tous, quand vous déposez votre permis de construire en mairie à l'Aiguillon, il n'est pas traité à l'Aiguillon, il est envoyé à l'agglo. C'est l'agglo qui l'instruit et qui vous le retourne ensuite à la mairie. Ensuite, la mobilité et le transport. Donc, l'agglo gère des pistes cyclables, des transports scolaires et des abribus. Caroline vous en a parlé tout à l'heure des abribus, mais je vais remettre une couche là-dessus. Il y a quelques semaines, il y a eu des abribus dans la mairie, dans la commune qui ont disparu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des collégiens et des lycéens qui vont à l'école tous les matins, qui ne sont pas abrités parce qu'ils n'ont plus d'abribus en fin de compte. Donc ils sont sous le vent, ils sont sous la pluie. Et bien souvent, ils ont du chemin à faire, beaucoup plus que ce qu'ils avaient auparavant. Et ça, bien souvent, sur une départementale sans trottoir. Donc, il y a un aspect sécurité à prendre en compte là-dedans, que l'on réglera très rapidement si on passe suite aux élections. Mais c'est quelque chose qu'on mettra très très vite en place parce que c'est dangereux pour nos enfants. Ensuite, l'agglo gère l'environnement et les déchets, donc la gestion de l'eau. Le GEMAPI, donc le GEMAPI, si vous savez, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Vous la payez sur votre taxe foncière. Vous avez différentes colonnes sur votre taxe foncière. Le GEMAPI, c'est la dernière colonne à droite. Et comme nous sommes une commune rétro-littorale et que nous avons donc des cours d'eau et l'eau, la mer, nous payons cette taxe-là également dans notre taxe foncière. L'agglomération gère bien sûr les déchetteries. Au niveau culture et sport, elle gère les équipements publics, l'animation et la salle de spectacle de la Balise. Et on avoue, au niveau de son action sociale, elle gère le centre intercommunal d'action sociale, qui, lui, comprend le pôle petite enfance, pôle enfance, le pôle senior et la solidarité. Et elle gère également France Service, et ça, vous savez, c'est toutes les démarches administratives. Voilà pour notre présentation qui touche à sa fin, et je vais clôturer avec un petit message de clôture. Donc, notre liste Vision commune a été la première à engager le dialogue avec vous dès octobre 2025. Force de proposition dans cette campagne, nous avons initié les échanges publics dès le 27 janvier et le 6 février dernier afin de présenter nos axes de travail et les solutions que nous proposons pour l'avenir de notre commune. Au fil des semaines, nous avons également constaté que plusieurs des idées que nous avons portées ont trouvé un écho bien au-delà de notre seule liste. Ces textes se retrouvent aujourd'hui dans d'autres programmes, parfois sous des formes très proches. Nous y voyons surtout la preuve que les priorités que nous avons mises en avant répondent à de véritables attentes. Mais chacun le sait, des idées peuvent se reprendre, se reformuler et se partager. Ce qui fait la différence, c'est la cohérence d'un projet, la sincérité de l'engagement et la capacité à les mettre en œuvre avec constance. Au-delà des enjeux électoraux, mon souhait le plus sincère est que notre commune soit dirigée par l'équipe la plus intègre et la plus compétente. Alors, bonne chance à toutes et à tous. Merci pour votre écoute et votre présence. Nous avons mis à votre disposition des professions de foi pour ceux qui n'auraient pas reçu notre programme dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez vous servir.
Et moi, je vous donne rendez-vous donc dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales. Voilà, merci à tous. On continuera cet échange autour d'un petit verre de l'amitié si vous avez des questions à nous poser. Merci. Okay.